Chers amis téléspectateurs, fidèles internautes, bienvenue à l'émission L'Océba. Le numéro d'aujourd'hui parle de l'immigration, Canada et moi. Et comme je vous l'avais annoncé, nous avons un invité spécial, comme je vous avais dit, l'invité surprise, mais qui est ici à mes côtés, à la personne de Maître Dieudonné Kandolo, que je vais saluer. Bonjour Maître Kandolo. Bonjour Monsieur Camo. Oui, Maître Kandolo, nous avions promis à nos téléspectateurs, nos amis internautes, que nous parlerons aujourd'hui de l'immigration Canada et moi. Et nos téléspectateurs ont aussi envoyé leurs questions que je vais vous poser ici parce qu'ils aimeraient avoir la réponse par rapport à l'immigration Canada ou des procédures pour immigrer ici au Canada. Et tout d'abord, avant de continuer, on aimerait savoir qui est Maître Kandolo. Merci Monsieur Camo, d'abord de m'accorder l'honneur et le privilège de paraître à votre émission. Il y a beaucoup d'avocats dans cette ville d'Edmonton qui sont bien capables de pouvoir répondre à ces questions. Et ce qui me fait beaucoup plus le plaisir est que je sais que l'auditoire principal que vous avez est constitué de nos compatriotes congolais. Alors, à travers votre personne, je dis aussi bonsoir et bonjour à tous nos compatriotes qui sont ici dans la diaspora et même probablement ceux qui sont chez nous en République démocratique du Congo. Parlant de moi-même, je suis Canadien d'origine congolaise. J'ai vécu longtemps au Congo, j'ai étudié, j'ai travaillé comme magistrat. Après mon aventure au Canada, je suis ici depuis plus ou moins 20 ans. Et de ces 20 ans, c'est depuis 8 ans que je suis avocat, inscrit d'abord au barreau qu'on appelle le Upper Canada ou barreau de l'Ontario pour parler dans un terme plus simple, plus compréhensible. Et en dehors d'être membre du barreau de l'Ontario, je suis aussi membre du barreau de l'Alberta. Merci. Merci Maître Kandolo. Là, on voit que vous avez vraiment des compétences à nous parler ce soir ou aujourd'hui de l'immigration au Canada. Et nous avons, comme je vous l'avais dit, nous avons des questions que nos téléspectateurs ont posées. Je commencerai tout d'abord par la question de Monsieur Alain Dioka. Je vais lire. Quelles sont les procédures pour s'installer au Canada quand on est citoyen d'un autre pays en général ou d'un pays européen? Que l'on soit citoyen d'un pays européen ou de notre pays en général, il n'y a pas de conditions spéciales, il n'y a pas de privilège pour les citoyens européens. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au Canada organise ou donne des dispositions qui sont impératives pour pouvoir obtenir le droit de résider au Canada. On peut venir résider au Canada comme étant un résident temporaire, c'est-à-dire j'entends quelqu'un qui vient pour visiter ou pour venir travailler de manière temporaire ou tout simplement qui vient tout ça pour être un étudiant. Et pour avoir cela, il faut avoir le visa approprié qu'on appelle le visa de résidence temporaire. Mais en dehors de cela, d'autres personnes peuvent arriver ici comme étant des résidents permanents. C'est par exemple les gens qui demandent à venir s'installer au Canada en fonction de leur capacité de s'adapter sur le marché d'emploi ou parce qu'ils veulent venir investir au Canada ou carrément parce que ce sont des gens qui viennent rejoindre leur famille. Vous avez parlé d'autres choses, mais aussi des gens qui viennent ici comme des demandeurs d'asile. Et si leurs demandes d'asile sont acceptées, alors ces gens aussi obtiendront le droit de résider au Canada. Merci d'avoir aussi mentionné la demande d'asile. On va en parler un peu plus tard. Vous avez mentionné, disons, les gens qui viennent ici pour investir. Alors, ceux-là, comment est-ce qu'ils font pour venir au Canada? S'ils ont, parlons des gens par exemple qui sont au Congo, en Afrique, en général en Afrique, et qui veulent venir investir au Canada. Comment seront les procédures pour qu'ils viennent investir ici au Canada? Les gens qui veulent venir au Canada comme étant des investisseurs bénéficient d'une démarche beaucoup plus rapide que ceux qui viennent sous d'autres catégories. Le gouvernement fédéral donne des instructions, il y a des programmes qui sont dans la loi ou dans le règlement de l'immigration
qui vont déterminer un certain montant que les gens peuvent venir pour venir investir au Canada durant un certain délai, mais ils doivent passer à travers certains organismes qui sont spécialisés pour pouvoir voir est-ce que ces gens-là ont des qualités pour être acceptés ici comme des investisseurs. Et aussi, il y a un certain montant d'argent qu'on va exiger. Et comme ce montant-là varie, dépendant des temps et des conditions que le gouvernement va, selon les politiques budgétaires du gouvernement, alors je ne peux pas oser ici donner des chiffres parce que les chiffres, des fois, changent. Okay. Et s'ils ne le font pas avec le gouvernement fédéral, qui est le gouvernement central, ils peuvent le faire avec les provinces aussi. Ok, ils peuvent le faire avec les provinces, et s'ils le font avec les provinces ont leurs conditions aussi, mais qui sont souvent des conditions beaucoup moins sévères que celles qu'exige le gouvernement fédéral. Merci beaucoup. Et ceux-là qui veulent venir visiter au Canada, quelles sont les procédures? Il faut commencer par obtenir le visa auprès de l'ambassade qui sert les territoires où l'on vit. Mais par exemple, si on est européen, on est américain, on est australien, ou d'autres pays qui ont le même statut, ces gens ont le droit de venir au Canada sans demander le visa. Mais si on est par exemple ressortissant d'un pays d'Afrique ou certains pays d'Asie, écoutez, pour la plupart du temps, il faut obtenir un visa. Comment ils peuvent obtenir un visa? Ils peuvent venir en touriste, ou ils peuvent être invités par un citoyen canadien, ou ils peuvent venir ici peut-être sur invitation d'un organisme ou d'une église. C'est vraiment, ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'obtenir une invitation de quelqu'un, qui peuvent venir tout simplement parce qu'ils peuvent prouver à l'ambassade du Canada ou à l'agent d'immigration de l'ambassade que je vais seulement venir visiter et que, croyez-moi, je vais revenir. Alors, quand on regarde son parcours, si on se rend compte qu'il a beaucoup de biens dans son pays d'origine, qu'il a déjà voyagé à plusieurs reprises, il est toujours revenu là-bas, il n'a pas intérêt à aller vivre au Canada, et probablement qu'on lui donnera un visa sans devoir obtenir l'assistance de quelqu'un qui vit ici au Canada. Dites-nous un peu, est-ce que c'est facile d'obtenir un visa de visite pour le Canada? Ça dépend de qui. Tout dépend du profil de celui qui demande le visa. Facile pour certaines personnes, très, très, très difficile pour d'autres. Certaines personnes et d'autres. Qui sont les autres là? Les gens qui ne démontrent pas qu'ils ont de points d'attache forts dans leur pays d'origine ou dans leur pays de résidence, ou de personnes qui ne sont pas souvent sorties de leur pays. Il y a la tendance de fonctionnaires qui travaillent à l'ambassade et qu'ils doutent, ils croient qu'ils vont aller rester au Canada, ils ne vont pas revenir. Ben, comment est-ce qu'ils déterminent ceux-là qu'ils trouvent qu'ils pourront retourner à leur pays, ou bien ceux-là qu'ils trouvent qu'ils vont rester au Canada, tout ça? Ben, comment ça se passe? D'abord, il faut savoir que ces agents d'immigration qui travaillent à l'ambassade jouissent d'un grand pouvoir discrétionnaire. Ils ont un grand pouvoir de détermination. Ceux qui regardent, ils vont voir les réponses qui ont été données par la personne sur le formulaire que la personne a rempli. Vous et moi, vous qui vivons aussi au Canada, nous savons que le Canada est spécialiste dans les formulaires. Il y a toutes les questions qu'on pose. Il faut faire attention aux questions qui vont demander, par exemple, quels sont les biens que vous avez dans votre pays d'origine. Combien de fois êtes-vous sorti? Et quand ils demandent comme ça, ils veulent voir qu'est-ce que vous faites, quel est votre emploi, quel est votre salaire. Alors, quand ils sont convaincus que vous avez beaucoup de biens dans votre pays, je ne dis pas que ceux qui sont pauvres ne peuvent pas venir, mais j'ai dit tout simplement des critères qui aident, n'est-ce pas? S'ils se rendent compte que la personne a déjà voyagé à plusieurs reprises, il est parti aux États-Unis, il est allé en Europe, il est allé en Australie, il est rentré dans son pays, c'est un homme d'affaires qui voyage et qui revient vite, ben, souvent ils vont donner un visa. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que l'agent d'immigration a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut dire non ou oui, mais la loi au Canada donne des recours. La personne qui voit sa demande d'asile refusée peut facilement engager un avocat ici au Canada qui peut aller à la Cour fédérale, introduire un recours contre la décision de refus, et si la Cour se rend compte que la décision a été prise de manière injuste, ben, il va obliger le Canada à lui donner le visa, on va lui donner, mais sauf que ça va prendre du temps. Quelqu'un qui est en Afrique, là, vous parlez d'embaucher un avocat qui vit ici au Canada, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour embaucher ou trouver un avocat ici au Canada? Vous ne trouvez pas que ça sera un peu difficile pour les gens qui sont en Afrique là? Rien n'est facile. Rien n'est facile, mais nous avons le moyen de communication qui facilite les choses aujourd'hui.
Vous allez sur Internet, vous allez trouver les numéros de téléphone des avocats qui sont ici. Vous pouvez les contacter et prendre le contrat, ils vont agir. Donnez juste le mandat, vous allez voir, ça se fait. L'Internet, c'est pas facile hein, pour tout le monde en Afrique. Alors là, ce n'est pas le problème du Canada, c'est le problème du pays d'où habitent les gens. Le Canada ne peut pas résoudre le problème d'autres pays. Écoutez, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut reprocher au Canada. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question ici, venant de M. Francis Molamoï. Quelle est la chance pour un Congolais d'immigrer au Canada? Il n'y a pas de chance spéciale pour un Congolais ou pour un Belge ou un Américain. C'est une question de répondre aux critères, aux conditions, satisfaire aux conditions qui sont là. Et une fois qu'on répond aux conditions, on a le droit, on a la chance d'être accepté. Et si la personne qui a demandé se rend compte qu'on lui a dit non alors qu'il répond aux critères, la personne a le droit de faire un recours. Le recours, d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir immigrer ici de manière permanente, on va aller à la commission, à la section d'immigration ici à la commission, au tribunal qu'on appelle la commission de l'immigration des statuts de réfugiés. Il va faire son recours et si son recours est fondé, on va lui accorder le visa. Ce n'est pas un problème. Encore que si au niveau de la commission de l'immigration, on ne lui a pas donné raison, il peut aller encore en cour fédérale. Les recours sont là, donc pas de problème, il n'y a aucun problème. Ce que je dis, quand quelqu'un croit que la décision qui a été prise a été injuste, il jouit de tout le pouvoir de recours ici. Il va aller en appel, il va aller en révision judiciaire. Et je pense que si vraiment il y avait de bonnes raisons qu'on lui donne le visa et que malheureusement l'agent a pris une décision malheureuse de lui le refuser, et s'il exerce ses recours, il est fort probable que son visa lui soit accordé par après. Merci beaucoup. On passe à une autre question. Je vois ici, c'est une question venant de M. Denis Makambo. Y a-t-il au Canada le système de loterie comme Green Card aux États-Unis d'Amérique? En lisant cette question, ça me rappelle récemment, j'étais au Congo, j'étais plus précisément à Kinshasa. On m'a parlé d'un bureau, je sais pas, je me souviens plus si c'était un bureau, mais on me parlait de ce système-là, loterie pour le Canada. Bon, je sais pas. Est-ce que vous pourrez si vous pourriez nous donner des précisions par rapport à ça, et ce qui part aussi avec la question de notre ami Denis Makambo qui a posé par rapport au Green Card. Okay. Merci pour la question. Le système de loterie américaine n'a pas été institué au Canada. Le législateur canadien n'a pas du tout créé un système qui consiste à prendre les gens au hasard et puis leur accorder le droit d'obtenir un visa du Canada. Ça n'existe pas. Si quelqu'un en a parlé, c'est pratiquement du chimère. C'est de la fumée, c'est du mensonge. Mais je crois peut-être que les gens ne comprennent pas parce que actuellement le gouvernement du Canada a créé un nouveau système. C'est le système d'entrée express qui consiste en quoi? C'est que les employeurs canadiens qui veulent offrir, qui font des offres d'emploi aux gens sur le plan international, le mettent dans une certaine forme, dans une espèce, dans le website de l'immigration Canada, du gouvernement canadien, où ils demandent aux personnes de pouvoir demander à être engagés par ces entreprises-là comme des demandeurs d'emploi. Alors, les candidats vont aller sur ces sites et ils vont présenter leur qualité. Les candidats qui aura beaucoup plus de points de mérite sera choisi. Et cette personne-là, alors qu'il est choisi, on va lui écrire pour lui dire sur 5000 personnes qui ont demandé à être engagées par cet employeur, nous avons estimé que vous venez en ordre utile, alors faites votre demande de résidence. Je crois que probablement les gens qui parlent de la loterie sont en train peut-être de faire référence à cette entrée express que le Canada a juste instituée depuis le 1er janvier de cette année 2015. C'est peut-être ça le lien qu'il y a. Mais le système de loterie tel qu'il existe dans la forme des États-Unis, ce n'est pas du tout été institué au Canada.
Merci beaucoup pour ceux-là qui nous suivent du Congo. Vous avez tous entendu, il n'y a pas ce système-là comme le système de Green Card aux États-Unis d'Amérique, sauf qu'il y a l'entrée express comme Maître Kandolo vient de nous l'expliquer. J'ai une autre question ici venant de Monsieur Babi Val Kabongo. Dans quel domaine peut-on trouver de l'emploi facilement au Canada si on applique aussi, on introduit la demande de l'extérieur du Canada? Okay. Ça serait assez hasardeux de ma part de me mettre à dire que voilà, dans tel domaine on a beaucoup de chance. Mais tout ce que je sais est que les gens qui sont surtout dans le métier technique, ingénieur, le médecin et les autres, leurs demandes sont beaucoup plus prisées. Mais avec les systèmes que le gouvernement fédéral vient d'introduire actuellement, il faut passer par les offres d'emploi des entreprises et que, après que la personne ait postulé pour pouvoir être engagée, et que s'il a beaucoup de points de mérite, on va le sélectionner. Je ne voudrais pas dire que ce système est assez compliqué, mais j'aimerais demander à ceux qui sont intéressés à venir ici comme étant des travailleurs qualifiés de beaucoup plus s'intéresser aux programmes d'immigration provinciaux. Par exemple, vous avez la province du Québec, vous avez la province de Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, l'Alberta où nous sommes avec vous maintenant, la Colombie-Britannique. Regardez tous ces programmes de province-là. Il me semble qu'il est beaucoup plus facile de se qualifier par rapport à ces programmes qu'ils ont institués pour venir au Canada, parce que une fois, vu les accords qu'ils ont avec le gouvernement fédéral, une fois qu'ils sont acceptés par les provinces, qu'ils sont retenus, il n'y aura pas de problème. Le gouvernement fédéral va les accepter aussi de venir au Canada, et certainement sous condition que le gouvernement fédéral s'assure que la personne est en bonne santé et que aussi on a fait l'enquête de sécurité sur lui, on a estimé qu'il ne serait pas un danger du point de vue sécuritaire du Canada. Ok, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, fidèles internautes. On va prendre une petite pause et dans l'entretemps, notre réalisateur Rek Chiboula va nous passer un spot publicitaire. Je vais vous signaler que cette émission a été sponsorisée par Flat Hotel Balis à Kinshasa, Limité. Et regardez le spot publicitaire de Balis Flat Hotel. Merci. Cécile Bandou et Chantal, écoutez bien ça. Amène-moi ce soir à la planète Vénus, la planète des amoureux. Conduis-moi s'il te plaît. Du nouveau à Kinshasa, Flat Bali Center est arrivé. Plus de soucis pour vos fêtes, des mariages, anniversaires, réunions et conférences. Une salle de fête avec décoration au choix vous est réservée. Flat Bali Center vous offre un restaurant VIP, une terrasse, les appartements à 4 pièces, salon, chambre, salle à manger, salle de bain, chambre VIP. Flat Bali Center vous réserve aussi un accueil digne et un personnel qualifié, split assuré, Malili, hiver au Congo. Flat Bali Center se situe non loin du centre Bondeko, 7e rue du Mété, au croisement des avenues Tropique et Éléphant. Pour tout contact, appelez au 082 34 12 162. Flat Bali Center. Chantal Safi, Olé, Bali Center. Olé, Flat Elengi. Olé, Tobala Awa. Olé. Non, c'est un anniversaire, tout cas, on a Bali Center. Donc ça veut dire qu'ils ont place au Bungati. Bondeko, clinique Bondeko, en face, ça venait tropique, donc on a coin. Tropique éléphant, donc on a quoi? Tout au bout, l'enguia, Talabakiti, donc nous vendons service qui toque, restaurant, terrasse, Maramutu, chambre à Gogo. Donc on a mis de noms, Bali Center. Bali Center, on est ma solo quoi. Ça veut dire qu'ils ont place au Bungati. Clinique Bondeko, en face, ça venait tropique, donc on a coin. Tropique éléphant, donc on a quoi? Alors, on a qui toko. Olé, Bali Center.
Oh les flat elengi. Amène-moi ce soir à la planète Vénus, la planète des amoureux. Merci beaucoup à notre réalisateur Rek Chiboula et aussi à Agé Chiboula qui est derrière la caméra. Juste vous rappeler que cette émission a été sponsorisée par Balise Center, donc Flat Hotel Balise Center à Kinshasa. Et maintenant nous entamons la deuxième partie de notre émission. Cette fois-ci avec Maître Kandolo, nous allons aborder la question de la demande d'asile au Canada. Maître Kandolo, est-ce que le Canada accepte facilement des demandes d'asile? Oui, le Canada accepte les demandes d'asile. Facilement, je ne peux pas dire. Mais il accepte les demandes d'asile parce que le Canada est signataire de la Convention de Genève qui porte sur la protection des personnes qui sont en détresse et qui ne peuvent pas être protégées dans leur pays d'origine. Et il y a beaucoup d'autres actes internationaux que le Canada a signés qui font que le Canada accepte des gens qui ne peuvent pas être protégés pour des raisons politiques, religieuses ou autres dans leur pays d'origine. Et le Canada, il n'y a aucun problème. Le Canada accepte beaucoup de réfugiés. Mais je refuse de dire facilement parce qu'il y a aussi des gens qui échouent dans leurs demandes. Ok, parlons de ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe aux gens qui demandent l'asile et qui sont refusés? Parce que si quelqu'un est en situation de détresse et ne peut même pas retourner dans son pays, et que le Canada refuse de la protéger, comment ça se passe? Ok, la première des choses est que je comprends quand on parle du Canada à refuser, c'est qu'on parle de l'État du Canada, le gouvernement du Canada en général, mais le gouvernement est divisé en 3 branches. Vous avez le Parlement, vous avez la branche exécutive et puis vous avez la branche judiciaire. Alors, la tâche de pouvoir entendre et accepter la demande ne dépend pas du gouvernement. Il y a un organe qui est mi-quasi-judiciaire, donc je dis mi ou judiciaire ou quasi-judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un peu les compétences d'un tribunal indépendant du gouvernement. Il y a des personnes, la personne demande l'asile devant le gouvernement du Canada. Et une fois qu'elle a demandé l'asile devant le gouvernement du Canada, le gouvernement lui donne la protection intérimaire, en attendant que le mérite de sa demande d'asile soit examiné par un tribunal indépendant que nous appelons la commission du statut de réfugié, ou disons, il faut que je le dise bien, la commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un des plus grands tribunaux administratifs au Canada. Ce tribunal ici, il a des commissaires qui ont, comme on peut les appeler autrement, des juges administratifs, ceux qui vont entendre, examiner la demande quand on fond, et s'ils sont d'avis que la demande est fondée, et le véridique, ils vont accepter la personne. S'ils estiment que la demande n'est pas fondée, et que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter la demande. Et s'ils rejettent la demande, la personne qui pense que la décision avait été injuste va aller en recours contre la décision du juge administratif. Il va aller au deuxième niveau, ce qu'on appelle le niveau d'appel de réfugiés. Et alors, le juge d'appel de réfugiés va aussi examiner la chose. Si la décision est bonne, il va la maintenir. S'il estime que le premier juge avait commis des erreurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser la décision, soit lui-même accorder l'asile à la personne, ou dire tout simplement non, je renvoie ce dossier devant un autre juge du premier niveau qui va entendre et examiner des choses de nouveau ou de nouveau. Mais si lui aussi a confirmé la décision du premier juge qui consistait à refuser la demande d'asile, eh bien, le demandeur d'asile qui avait été rejeté a encore la possibilité d'aller en révision judiciaire devant, cette fois-là, la Cour fédérale. Et à ce moment-là, ce sera le tribunal avec le magistrat professionnel des juristes qui vont aussi examiner la décision. Et ils verront si la décision avait été mauvaise. Évidemment, ils vont casser la décision et renvoyer la personne devant le juge, mais devant un autre juge. Pas le même, mais devant le même tribunal, mais
cette fois-là, c'est un autre juge qui va trancher entendre la question encore, la demande d'asile quant au mérite. Alors, c'est pour dire quoi? La personne peut venir ici en détresse. Cette personne a le fardeau de la preuve. Il doit prouver ce qu'il est en train de dire. Il doit le faire valablement. Ce n'est pas parce que vous êtes en détresse que le juge va le savoir, va le lire sur le visage de la personne. Il faut alors amener les preuves nécessaires. Bien se défendre, bien répondre aux questions. Alors si on a bien répondu aux questions, si on a prouvé que ce qu'on est en train de dire est probablement vrai, je dis bien probablement vrai, alors à ce moment-là, la demande va être acceptée. Mais si la personne avait été réellement victime de la persécution, mais la personne se défend mal ou ne prouve pas suffisamment ce que, de manière raisonnable, le préjudice qu'il a souffert dans son pays et pour quelle raison, ben on va le refuser. C'est toutes les questions de preuve essentiellement. C'est pas la mauvaise foi, c'est pas la mauvaise foi. Mais si plus tard, et que la personne continue à prétendre qu'il est en danger, son retour dans son pays, et qu'il est toujours dangereux pour lui, alors il peut le prouver à travers d'autres voies. Okay? Alors à ce moment-là, on peut parler de ce qu'on appelle ici l'évaluation des risques avant le renvoi, qui peut se faire si la personne est restée au Canada une année après la décision de la demande, du rejet de sa demande, ou si ce n'est pas cela qui va arriver, si on est en train de lui demander de quitter le territoire canadien avant le 12 mois d'anniversaire de la décision qui a été prise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors s'opposer au départ. Et pour s'opposer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle les sursis d'exécution de la mesure de renvoi. Et pour faire les sursis de mesure de renvoi, il faut prouver effectivement que son retour dans son pays risquera de lui causer un danger, un préjudice irréparable. Je crois que j'ai beaucoup parlé, mais c'est tout un processus que j'essaie de résumer. J'espère que c'est pas assez ennuyant ce que j'ai dit, mais c'est ça la loi. Mais c'est bien comme ça, parce que nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment aimeraient avoir un peu plus de précisions par rapport à ce point-là. Et là, vous avez parlé, là, comme on parlait des gens qui sont refusés, là, quelquefois les gens commettent des erreurs. En introduisant leur demande. Mais alors, Maître Kandolo, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ces erreurs-là à éviter en demandant l'asile? Et aussi, quels sont les points importants dont il faudra tenir compte? Comme je venais de le dire tout à l'heure, tout est question de prouver ce qu'on est en train de dire. Mais la grande erreur que les gens font, c'est que actuellement, avec la procédure telle qu'elle a été organisée par la dernière révision de la loi sur l'immigration et la protection de réfugiés, c'est que dans tout au plus 3 mois, la demande d'asile doit être déjà entendue. C'est-à-dire que, alors, la personne vient dès la première semaine ou dans les 10 premiers jours, là, j'ai introduit sa demande d'asile. Et souvent, ils le font sans avoir vu un avocat. Et là, s'ils ne sont pas des juristes, s'ils n'ont pas eu d'informations à la base, ils commettent des erreurs. Et une fois que tu as commis des erreurs dans le formulaire, le jour de l'audience, le juge qui est en train de siéger sur la matière de demande d'asile, il va considérer tous les éléments qui se trouvent dans le formulaire qui avaient été déjà introduits à l'immigration, ou qui avaient été introduits à l'immigration même quand on arrive. Alors c'est pourquoi je demande toujours aux gens, je donne un conseil gratuit, et je le dis, je le répéterai jamais assez: appelez un avocat avant d'aller introduire votre demande. Acceptez de payer l'argent à l'avocat avant d'aller introduire votre demande. Parce que si la demande est refusée, les choses deviennent très compliquées. C'est souvent la porte de sortie du Canada. C'est la déportation qui arrive. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Il faut savoir, vous demandez l'asile pourquoi? Il y a des raisons pour lesquelles on doit demander l'asile. Ce n'est pas parce qu'on avait été arrêté dans son pays pour vol qu'on va vous accorder l'asile ici au Canada. Ce n'est pas parce que votre voisin vous avez accusé dans votre pays d'origine, parce que il a soupçonné que vous sortiez avec sa femme, ou quelque chose dans ce sens-là, vous avez fui la prison, que vous venez au Canada pour demander l'asile, on ne va pas vous accorder. Il y a des motifs qui sont dans la Convention de Genève.
il faut avoir été j'ai dit, ce n'est pas, j'ai dit 1, 2, 3, ça peut être soit vous avez été persécuté à cause de motifs politiques, soit à cause de motifs reliés à la religion, soit de motifs reliés au sexe. Souvent, quand on parle de motifs reliés au sexe, on voit souvent le viol contre les femmes, aussi, les hommes peuvent être violés aussi, soit à cause de son origine ethnique, par exemple. Alors, quand on demande l'asile pour ces raisons-là, par exemple, il faut aussi démontrer que le pays qui est mon pays d'origine, ou mon pays de nationalité, ou le pays de résidence où j'étais, était incapable de me protéger contre mes persécuteurs. Alors, quels sont ces persécuteurs? Ces persécuteurs peuvent être carrément les agents de l'État, ou le persécuteur peut être une autre personne, une autre organisation qui agit, mais qui est incapable d'être contrôlée par le gouvernement, par exemple. Et qu'à ce moment-là, quand vous avez quitté, les dangers continuent, et que si vous restez, votre vie serait en danger. Mais un autre élément aussi le plus important, c'est l'identité. L'identité. C'est très important de venir avec le document d'identité valable. C'est très, très important. Les gens arrivent ici, ils n'ont pas de pièce d'identité. Or, la loi ici sur la protection des réfugiés, et qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est simple. Si la personne n'a pas d'identité, il ne faut même pas écouter sa demande quant au fond de mérite de sa demande. Je m'excuse, Maître Kandol, de vous interrompre. Parlant de l'identité ou d'une pièce d'identité, parce que pour les gens, bon, je vais parler de ceux-là qui viennent de la République démocratique du Congo, parce que moi-même je suis de là, originairement. Si quelqu'un amène son diplôme d'État qui a sa photo et son nom complet, est-ce qu'on peut, disons, l'immigration Canada va accepter ça comme une pièce d'identité ou pas? Ok, c'est déjà un début. C'est déjà un début d'identification. Mieux vaut venir avec son diplôme d'État qui a sa photo, qui est qu'en plus on sait quand même que les diplômes d'État au Congo sont des pièces crédibles. Ça peut être considéré finalement comme une pièce d'identité. Mais il ne s'agit pas de se limiter tout simplement à un diplôme d'État. Si vous avez quelqu'un qui vous connaît au Canada, acceptez que cette personne, demande à cette personne de venir témoigner, de faire ne fût-ce qu'une déclaration solennelle, comme quoi elle vous connaît. Ce sont des choses qui aident. Si vous avez un frère, une sœur, un parent, un ami qui vous a connu depuis que vous étiez enfant, venez demander que cette personne-là vienne témoigner devant le juge. Et en tout cas, cela va aider. Mais cela, je dis, je donne des exemples. Je ne dis pas que ce sont des cas limitatifs. Qu'est-ce qu'il faut encore faire, par exemple? Le juge, quand il se rend compte que la personne ne s'est pas suffisamment identifiée, qu'est-ce qu'il va faire? Probablement, il va commencer à poser des questions sur votre pays. Comment est-ce que vous connaissez votre pays? Quelle est l'histoire de votre pays? Si vous répondez bien aux questions, alors c'est là aussi, ça peut aussi aider comme élément d'identification. Mais j'insiste, mieux vaut venir avec son passeport, mieux vaut venir avec sa carte de baptême, mieux vaut venir avec le bulletin de l'école primaire, des documents qui ont été établis dans des cadres d'authenticité qui sont hors de tout doute, qui vont faire que, non, cette personne a été identifiée valablement. S'il a un passeport, c'est déjà bon. Mais s'il y a encore un Canadien qui te connaît, c'est parfait. S'il y a un résident permanent qui te connaît, c'est parfait. Si tu as ton frère qui te connaît, c'est parfait et qui vient l'attester devant le juge, je pense que la question d'identité peut être bien déjà réglée et c'est déjà quelque chose. Mais en dehors de cela, il faut que, quand on demande l'asile, les juges qui sont ici vont aller rechercher dans la bibliothèque, à l'Internet, pour voir est-ce que ce qu'il est en train de dire est conforme à ce qui se passe dans la réalité du pays d'où il vient. C'est très important. Par exemple, à supposer que vous venez de l'Angleterre. Vous dites non, j'avais été persécuté en Angleterre à cause de ma liberté d'expression. Vous êtes sûr que le juge ne croirait pas. L'Angleterre est un pays démocratique qui va le croire. Par exemple, ou vous venez d'un pays comme un pays quelconque, supposons par exemple un pays où on accepte les gays et les lesbiens. Ok? Vous venez de dire non, vous venez de l'Afrique du Sud, vous avez été persécuté parce que vous êtes gay. Mais qui va vous croire parce que les gays et les lesbiens sont protégés en Afrique du Sud? Mais si vous venez par exemple de l'Ouganda ou du Nigeria, vous dites je suis gay, j'avais été persécuté parce que je suis gay, ben, le juge va aller voir en ligne, il va voir, oh mais c'est qu'il dit est conforme. Ok? Par exemple, c'est des choses pareilles. À supposer que vous venez par exemple d'un pays quelconque, vous dites que non, moi je suis membre du parti de la majorité présidentielle. Vous venez dire ici au Canada que non, j'avais été persécuté parce que je suis membre de la majorité présidentielle. Mais alors que quand on fait des recherches, on se rend compte que non, les gens qui appartiennent
ou qui sont militants de partis qui relèvent de la majorité présidentielle, ces gens-là sont protégés. On ne va pas vous croire. Vous voyez un peu, il faut bien savoir. Voilà, le point que je viens de vous donner là, ce sont, d'après mon expérience d'avocat ici au Canada avec les demandeurs d'asile, j'ai souvent remarqué que c'est sur ce point-là que les gens commettent de fautes. Merci beaucoup, Maître Kandolo. Une autre question pour ces gens-là qui viennent d'ailleurs et qui demandent l'asile ici, au Canada, qui n'ont rien. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas amené l'argent parce que les demandeurs d'asile, le plus souvent, ils n'ont pas de moyens financiers. Alors, comment est-ce que ça se passe quand ils ont besoin d'un avocat pendant qu'ils n'ont pas d'argent? Comment on coordonne cette situation-là? Okay. Le Canada, qui est un pays démocratique, comme l'année de la tradition dans d'autres pays démocratiques, on s'assure que la personne qui est pauvre puisse être capable d'aller en justice ou d'obtenir justice. Alors, comme on sait que la personne n'est pas spécialiste en matière de droit, il y a un organisme qui est là pour payer les avocats en faveur ou au profit de personnes qui ne sont pas capables de payer la facture d'avocats eux-mêmes. Alors une personne qui n'a pas d'argent quand il vient au Canada pour demander l'asile, ou même pour aller en justice pour toute autre chose, il va aller s'adresser à l'organisme qu'on appelle l'organisme d'aide juridique. Alors, quand on va à l'aide juridique, cet organisme va lui poser des questions sur ses revenus. Quand il va se rendre compte que la personne n'est pas capable de payer, eh bien, il va engager un avocat. Ils vont lui dire s'il a un avocat, il va lui donner. Alors, l'organisme d'aide juridique va voir est-ce que la personne accepte, l'avocat en question accepte de recevoir le certificat d'aide juridique pour être payé quand il rend service aux pauvres, par exemple. Alors une personne qui vient ici, qui n'a pas de ressources, n'a pas à se soucier, il faut être sûr qu'il sera représenté valablement par un avocat. Et l'avocat, qu'il soit payé par lui, par l'aide juridique, il est soumis aux mêmes obligations. Il a le devoir de le défendre, le protéger contre vent et marée. Est-ce qu'il arrive aussi que les avocats refusent d'accepter le certificat venant de l'aide juridique? Oui, il y a des avocats qui n'aiment pas être payés par l'aide juridique. C'est une question de choix. On s'inscrit volontairement sur la liste d'avocats qui aident les gens d'aide juridique. C'est un acte volontaire, mais il y a d'autres qui disent non. Je préfère être bien payé parce que... Bon, il faut quand même dire que le montant que les clients payent à l'avocat directement a été toujours supérieur qu'à celui que l'aide juridique paye aux avocats. Ok, alors, un demandeur d'asile qui a besoin de contacter l'aide juridique, quels sont les éléments qu'il doit apporter à ces agents-là ou soit au bureau de l'aide juridique? Est-ce qu'il y a des questions qu'on va encore poser là-bas, comment vous êtes arrivé ici, tout ceci, tout cela, votre histoire, blablabla. Est-ce que on doit préparer ça avant d'aller voir les agents de l'aide juridique? Oui, il faut se préparer parce que le bureau ou l'organisme aide juridique n'aide pas pour tous les cas, c'est ça. Il va quand même examiner les chances de réussite de la demande en question. Si ce sont des avocats qui sont là-bas, ou des gens qui sont bien formés dans le domaine, ils se rendent compte que la raison pour laquelle vous demandez l'assistance d'un avocat risque de ne pas avoir de succès devant un tribunal. Et ils sont capables de vous dire que non, nous ne croyons pas que votre demande aura des chances, nous refusons de vous assister. Et quand ils auront déjà examiné la question de mérite provisoire, ce n'est pas un tribunal, mais ils évaluent eux-mêmes à leur niveau. Ils vont poser des questions sur les revenus de la personne. S'ils se rendent compte que la personne n'a pas de revenus suffisants pour vivre par lui-même ou qu'il a un revenu qui est considéré être inférieur, alors ils peuvent aussi, ils vont alors à ce moment-là regarder et la question de mérite de la demande et la question de capacité financière de la personne pour pouvoir lui octroyer ou non les certificats. Merci beaucoup, Maître Kandolo. Là, nous tendons vers la fin de notre émission. Je voulais aussi aborder le point du parrainage, mais comme nous n'avons pas donné cette chance-là à nos téléspectateurs de bien préparer leurs questions,
là, on va leur laisser cette opportunité-là. Comme ça, la prochaine émission, on va le faire et on aura leurs questions qu'ils vont poser pour avoir des éclaircissements auprès de vous. Et là, maintenant, au début, vous vous êtes présenté. Brièvement, on a su qui est Maître Kandolo, mais j'ai lu dans un journal, le journal du Centre d'accueil et d'établissement. Ça, c'est un organisme qui accueille les nouveaux arrivants francophones qui arrivent ici en Alberta ou au nord de l'Alberta et qui s'occupent de leur intégration et leur établissement. Et dans ce journal-là, d'abord, vous étiez sur la première page. Et quand j'ai lu, j'ai vu que vous avez eu vraiment un très long parcours ici au Canada. Vous avez été dans l'armée, tout ça. Alors moi, je vous laisserai le temps de nous parler un peu de ça. Et comme ça, on vous connaîtra davantage. À vous le micro. Merci, M. Kamo, de me permettre encore de parler de moi-même. Je voudrais d'abord dire un grand merci. Je suis très reconnaissant à l'organisme Centre d'accueil qui m'a permis de paraître à la première page pour parler de moi-même. J'ai eu un long parcours, mais c'est comme la vie de beaucoup d'autres immigrants que nous avons trouvés ici. Une constance est là et que quand nous arrivons ici en tant qu'immigrants, nous devons accepter de faire des efforts, beaucoup d'efforts pour pouvoir nous intégrer sur le marché d'emploi. Je sais que nous venons souvent ici au Canada avec des diplômes et des grands diplômes. Mais si nous n'acceptons pas d'oublier ces diplômes-là, d'abord, nous risquons de tourner en rond sans rien faire. Je prends le principe qui est dans la Bible qui dit qu'il faut qu'une graine meure et tombe dans le sol afin qu'il puisse se reproduire et sortir un grand arbre. Oublions nos diplômes que nous avons chez nous. Ils sont des diplômes valables, mais l'exigence de la société d'accueil ici veut que nous puissions avoir l'expérience canadienne. Je pense que ceci est aussi vrai en Angleterre, en Amérique, en France, au Belgique ou ailleurs. Alors quand nous allons à l'école, nous devons accepter, nous humilier d'être des étudiants de première année. Deux fois, vous pouvez même vous rendre compte que vous connaissez mieux que ce qu'on est en train de vous enseigner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Rabaissez-vous. Acceptez de vous humilier. Mais après, vous n'allez pas regretter pour le résultat. Alors, parler de ce que je fais ici au Canada. Je suis venu ici au Canada en 1995. Actuellement, je suis en train d'arriver vers la 20e année de ma vie ici. Je suis rentré à l'école, à la faculté de droit à l'université d'Ottawa, où après avoir fait 3 ans, j'ai eu le diplôme en droit civil et en common law. Ainsi, c'était en 2005 que j'ai terminé. En 2006, j'ai eu la grâce par mon Seigneur Jésus-Christ de pouvoir être accepté au barreau de l'Ontario. Cela m'a permis immédiatement d'ouvrir un cabinet d'avocat en Ontario. Mais entre-temps, depuis l'an 2000, je m'étais fait enrôler dans l'armée comme étant un militaire réserviste ou militaire part-time. À ce moment-là, j'étais membre de l'unité blindée. Alors, dans l'unité blindée, mon travail était de conduire le char de combat ou sinon participer à d'autres exercices de guerre. Donc, j'avais pour métier un homme de guerre. Alors, pendant ces temps-là que j'étudiais, je faisais et le militaire part-time et j'allais à l'école. Et cela m'avait donné davantage quand même parce que 50% de mes frais de scolarité étaient payés par l'armée. Alors, une fois que j'ai terminé la faculté de droit et que je suis devenu avocat, j'ai continué. Le matin, j'étais en cours, j'étais devant le cours et tribunaux, je faisais mon travail d'avocat. Et certaines soirées, j'étais là caporal dans l'armée. Mais en même temps, j'avais aussi demandé à pouvoir devenir avocat militaire parce que dans le cabinet de juge avocat général. Et c'est ainsi qu'en 2009, j'avais été accepté comme avocat dans le cabinet du juge avocat général. Et ainsi, je suis devenu militaire full-time. Donc, maintenant, mon travail était être militaire 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pendant 4 ans. Et là, j'ai travaillé comme avocat militaire et j'ai eu le privilège de travailler dans ce grand cabinet. Laisse-moi dire, les gens diraient peut-être que j'exagère, je n'exagère pas. C'est la meilleure école de droit en tant qu'avocat où on peut travailler. On est plus de 200 avocats dans ce cabinet. Il y a des gens spécialistes et des spécialistes dans différents domaines. C'est 2 personnes d'expérience extraordinaire. Dans cette école, j'ai beaucoup appris.
Je suis très reconnaissant d'avoir été accepté dans l'armée. J'aurais dû y rester, mais quand je regardais mon âge actuellement, quand je regardais mes ambitions personnelles, je me suis dit non, il était temps, après mon contrat de 4 ans, de pouvoir quitter pour aller voler de mes propres ailes. C'est ainsi que je me suis retrouvé aujourd'hui dans la vie privée, où je suis en train de servir ma communauté francophone ici en Alberta, et aussi des anglophones ici. Mais je ne peux jamais dire suffisamment merci à ces grands cabinets d'avocats que nous avons ici dans ce pays, qui est le cabinet de juge avocat général. C'est vraiment superbe. Et c'est ainsi que, après mes 13 ans de service dans l'armée canadienne, j'ai pris ma retraite. Je suis un retraité de l'armée maintenant. J'ai quitté, j'ai pris, vous regarderez la photo telle que c'est là, c'est la photo le jour où j'ai quitté avec les honneurs, donc j'ai quitté l'armée canadienne avec les honneurs. Je suis à jamais capitaine dans l'armée canadienne. Si vous regardez sur ma carte, que j'ai toujours écrit capitaine en retraite. Bien que je parais encore jeune, mais c'est que je pris ma retraite après mon contrat de 4 ans. Alors, si c'est ça mon parcours, je demande à mes frères et sœurs, je demande à ceux qui sont des demandeurs d'asile, à ceux qui viennent ici comme des immigrants, de faire les efforts, d'accepter de mourir d'abord. Et quand ils vont mourir, ils vont ressusciter. Et probablement, ils vont ressusciter pour être des grands et des très grands. Merci. Merci beaucoup à ceux-là qu'on a demandé d'accepter de mourir d'abord parce qu'ils vont ressusciter. Ça ne veut pas dire vous suicider. Non, c'est pas ça. Alors, c'est entre parenthèses. Merci beaucoup, Maître Kandolo. Mais ceux-là qui aimeraient vous contacter, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos coordonnées? Ok. Mais permettez-moi que je dise d'abord, je voudrais dire que moi, je suis ici en Alberta. Il y a des gens qui sont en Ontario, par exemple, ou ailleurs. Nous avons de confrères et amis qui font le même travail que moi. Je peux en parler, par exemple, de Maître Max Kilongozi, qui est un de mes grands amis. Je peux parler d'Omer Omalanga, Alain Taïe, Maître Robert Boukassa, qui se trouve à Toronto. Je parlerai de François Kassenda, Achille Kabongo, Sebantou et Pacifique, qui sont à Ottawa. Et je ne pourrais pas taire le nom de André Kazadi, qui est aussi un avocat, mais qui travaille dans le gouvernement fédéral actuellement. Alors, si vous voulez me contacter, je peux être contacté facilement au 780-462-0502, extension 8. Je peux être aussi contacté au numéro 403-700-2877. Merci. Et l'adresse de votre cabinet? Mon cabinet se trouve au 86 27 sur la 91e Street, ici à Edmonton. Et dans moins de 2 mois, je vais ouvrir un autre bureau à Toronto où je pourrai alors pouvoir servir tout le monde, puisque, que je le dise ou pas, mais Toronto est mon siège naturel, c'est ma maison naturelle. Merci beaucoup, Maître Kandolo. Pour éclaircir un peu l'adresse que Maître Kandolo a donnée, pour ceux-là qui habitent Edmonton, c'est à la cité francophone. Vous savez où ça se trouve, c'est dans le quartier Bonidoun. Merci beaucoup. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier Alta TV pour le moyen technique. Et merci à notre caméraman Agé Chiboula et le réalisateur Rek Chiboula. Et aussi, je ne sais pas, Maître Kandolo, est-ce que vous allez aussi saluer quelques membres de famille ou bien Maintenant que je suis en train de faire, j'ai perdu ma tante paternelle, Justine Misenga, qui est au Congo. Elle est morte il y a de cela 2 jours. Ma famille à Kinshasa à ce moment est en train de la pleurer, je la pleure aussi. Je n'ai pas trop de mots, je ne veux pas devenir émotionnel devant vous. Je salue ma femme et mes enfants qui sont à Ottawa, ainsi que ma mère, mes frères et sœurs. Je salue tout le mien qui se trouve en Europe, tout le mien qui se trouve en Afrique, tous qui sont mes amis, qui sont un peu partout. Je salue aussi tous qui sont chrétiens, qui sont comme moi, parce que nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Merci. Merci, chers amis téléspectateurs, fidèles internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je ne terminerai pas sans penser à ceux-là qui nous encouragent pour nos émissions que nous faisons toujours. Là, je pense à Babi Val Kabongo,
Yvette Nkweno, la gracieuse, Sarah Lombe, Roger Kalegamire, Alain Penda, Mati Nzobe, Lotola JP, Jeanne Kankou, Gloriastique Gloria Malaba, Charles Lukumu Kalala, Francis Inkale, Papa Siska, Gisèle Moussaou, Majulie Kakumba, Monique Mbouimalou, Monima, Alice Makang et son mari Hubert Mundosa Sangara, Chris Kankou, JJ Makang, Fabien Makang, Goldie Loabea, Jessie Kalamba, Kamov, Nancy et Jessica Okita, et sans oublier mes parents, Papa Jonas et Maman Charlotte. Merci d'être là avec nous sur votre site que vous suivez tout le temps, www.congomikili.com. Et comme je vous ai promis, la prochaine fois, on va parler du parrainage avec Maître Kabongo et aussi Maître Kandolo, je m'excuse, Maître Kandolo. Et merci Maître Kandolo d'avoir accepté notre invitation pour l'émission d'aujourd'hui. Et à la prochaine, chers amis téléspectateurs. Comme vous le savez, j'ai fini toujours par vous dire au revoir en vous donnant un bisou. Bye bye.